Hello to all and welcome to the second Bonjour à session. tous, bienvenue à la deuxième session de notre deuxième journée de la fiscalité du développement. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la gestion fiscale liée à l'aide publique au développement. Nous avons un petit peu moins d'une heure pour cette session. Je vais commencer avec quelques points logistiques. Bien sûr, vous avez dû voir que vous avez accès à l'interprétation en anglais, français et espagnol en bas de votre écran Zoom. Vous avez également la fonction de main pour lever la main. Donc, j'espère qu'au cours de cette session, nous aurons suffisamment de temps pour une session questions-réponses. N'hésitez pas à également poser vos questions sur la messagerie instantanée. Nous essaierons d'y répondre. Nous avons différents orateurs aujourd'hui, éminents orateurs. Et nous allons d'abord commencer par nous présenter. Je suis Rachel Maurice, je suis analyste politique et directeur développement de l'OCDE. Je travaille avec nos membres du comité d'assistance et je suis ravie de travailler avec nos collègues du département imposition de l'OCDE, Joseph Steele, qui va être mon co-président aujourd'hui. Joe, est-ce que vous souhaitez vous présenter? Oui, merci Rachel. Comme tu viens de le dire, je suis Joseph Steed. Je travaille au sein de l'administration d'imposition et de la division développement de l'OCDE. Je me réjouis d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous réjouissons vraiment d'aborder les nouvelles évolutions à partager avec vous, en particulier concernant la nouvelle plateforme pour l'imposition de l'APD, l'aide publique au développement, qui inclut de nouvelles informations afin d'améliorer la transparence de l'imposition de l'APD par les donateurs. Nous allons commencer la session d'aujourd'hui avec un PowerPoint. Nous allons commencer avec quelques questions, quelques sondages. Je vais les mettre ici à l'écran. Je crois que nos techniciens informatiques vont m'aider à lancer les questions également afin que vous puissiez y répondre. Notre première question, vous devriez la voir à l'écran. Ah, je crois que ça, c'est la deuxième question. Peut-être qu'on peut mettre la première question à l'écran. Est-ce que l'aide au développement est toujours exonérée d'impôts, de taxes? Les options sont oui, donc l'aide au développement est toujours exonérée de taxes, non, ou peut-être que vous n'êtes pas sûr de la réponse. Nous allons donner quelques instants à nos participants pour répondre. Je vois il semble y avoir presque une égalité, à peut-être un peu plus de non, mais c'est intéressant parce qu'il semblerait qu'on est presque à égalité entre les réponses. Et l'OCDE et nos membres jouent un rôle important pour faire avancer ce programme et pour mieux comprendre ce type de questions. Donc, nous allons nous pencher sur cette question aujourd'hui. Est-ce que l'aide au développement est toujours exonérée d'impôts? La réponse n'est pas toujours très claire. Ce n'est pas toujours le cas. Tout dépend du type d'aide, tout dépend du type de taxe, tout dépend du pays bénéficiaire, du pays donateur. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à cette question. La question suivante, pour ceux d'entre vous qui ont répondu non, que l'aide au développement n'est pas toujours exonérée de taxes, eh bien, j'aimerais qu'on affiche la question suivante à l'écran, s'il vous plaît. Savez-vous quelle est la politique de votre pays concernant l'imposition de l'aide au développement? Oui, si vous la connaissez, si votre pays a formulé une politique sur l'imposition de l'aide au développement. Non, si vous ne savez pas, ou peut-être que vous n'êtes pas sûr. Nous allons donner quelques instants aux participants, nos collègues, pour qu'ils puissent répondre. Intéressant. Il semblerait que nous ayons une majorité de oui, de
participants qui connaissent la politique de leur pays sur l'imposition de l'aide au développement. Je trouve cela assez surprenant de mon point de vue. En effet, selon l'enquête dont nous allons vous parler aujourd'hui, dans bon nombre de cas, il n'y a pas de politique générale. Sur cette question de la taxation de l'aide au développement. Donc, c'est intéressant d'entendre votre point de vue pour mieux comprendre la politique de taxation. Excellent. Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à ce sondage. Je vais maintenant passer la parole à Joe pour qu'il puisse entrer dans le vif du sujet et nous faire une présentation sur ces questions. Merci, Rachel. Est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante? Merci. Très bien. Eh bien, juste pour vous en dire un petit peu plus sur cette question de l'exonération de l'imposition, c'est parce qu'il s'agit souvent en fait d'un engagement de programme d'action d'Addis Ababa. Il faut éviter de requérir une exonération d'impôts sur les biens et les services qui font partie de l'aide d'un gouvernement à un autre. Donc, nous encourageons les pays à se repencher sur leur politique sur cette question. Et c'est intéressant parce qu'on peut voir le rôle joué par l'imposition pour améliorer le panorama de financement et de développement. Et on peut voir comment est-ce que ces politiques d'imposition peuvent avoir un impact sur la mobilisation des ressources nationales. Avant de parler de ça, nous devons revenir un petit peu sur l'historique. Qu'est-ce qui nous a amené à cette étape? Eh bien, historiquement, la majorité des membres de l'OCDE ont demandé des exonérations d'impôts sur l'aide au développement en biens et services pour différentes raisons. Eh bien, quel est le maximum d'aide que peuvent recevoir ces pays? C'est une des préoccupations de certains pays pour s'assurer que ces biens et services sont livrés au pays pour l'aide. D'autres estiment qu'il peut y avoir un problème de gouvernance dans certains pays. Donc, par exemple, s'il y a une imposition sur l'assistance au développement, et ça peut être un problème de budget pour le gouvernement. On ne peut pas toujours aider le gouvernement si vous avez des préoccupations quant à ce gouvernement. Vous souhaitez aider la population. Un autre point, on souhaite s'assurer qu'on peut fournir une aide d'urgence humanitaire lorsque c'est nécessaire. Et ici, pour clarifier, la plupart des recherches qui ont été faites sur la position de l'APD ont essayé de revoir les protocoles pour l'urgence, l'aide d'urgence et l'aide humanitaire pour s'assurer que celle-ci peut être fournie le plus rapidement possible. Donc, il faut y avoir différentes façons de fournir cette aide-là. Et ce n'est pas vraiment là-dessus qu'on va se pencher ici. Et enfin, la dernière raison, c'est qu'il faut essayer d'éviter la charge administrative liée au respect des obligations fiscales dans les systèmes fiscaux peu performants, hein, parce que parfois il faut y avoir cela peut représenter beaucoup de travail administratif pour obtenir cette aide. Donc voilà certaines des raisons historiques pour lesquelles des exonérations fiscales étaient en place. Mais récemment, les choses ont changé. Tout d'abord, le panorama dans lequel se trouvent ces exonérations fiscales pour l'APD a changé de façon considérable ces dernières années. Il faut qu'il y ait des mesures d'incentives efficaces et donc les incentives fiscales semblaient parfois être inutiles parce que les investissements auraient eu lieu de toute façon. Et souvent, ils généraient davantage de difficultés que nécessaire. Donc, nous essayons d'améliorer la transparence et la reddition de comptes des investissements et de la fiscalité pour être sûr que les résultats escomptés sont obtenus. Mais certaines personnes
vont dire « mais attendez, si ces mesures incentives étaient efficaces, peut-être qu'on était inefficaces, peut-être qu'on doit se poser la même question pour d'autres exonérations. » Et donc, on peut passer à la diapositive suivante. En ce qui concerne les pays en développement, bon nombre d'entre eux ont amélioré leurs systèmes fiscaux considérablement ces dernières années. Et donc, concernant la charge administrative pour les projets d'aide publique au développement, eh bien, celle-ci n'est plus vraiment pertinente. On voit que certaines administrations fiscales souhaitent maintenant changer cela en mettant en place un système de régulation différent pour les projets d'APD. Et il peut y avoir un manque de clarté parfois, en particulier lorsqu'il n'y a pas de transparence concernant qui est inclus, qu'est-ce qui n'est pas inclus dans les exonérations. Cela peut rendre les choses très compliquées pour les autorités fiscales pour appliquer les règles de façon efficace et pour réellement comprendre si ces exonérations ont un impact sur le système fiscal et quel impact. Donc, il faut davantage de clarté quant au fonctionnement des systèmes fiscaux et l'impact que ces exonérations ont sur ce dernier. Dans les pays en développement, il faut davantage de transparence et de clarté pour réduire les problèmes liés à cette APD. Cela peut être parfois compliqué s'il y a des sous-traitants dans le secteur privé, lesquels souhaitent réellement savoir s'ils vont avoir droit à une exonération fiscale ou non. Et s'il n'y a pas de transparence, cela peut vraiment avoir un impact sur la programmation, l'administration des projets. Et vous pouvez voir qu'il y a un désir pour davantage de transparence ici, pour que la planification soit claire, pour que les sous-traitants du projet, etc., et sachent qui est éligible à une exonération ou non. Donc, voilà l'aspect fiscal des choses. Maintenant, je vais passer la parole à Rachel qui va vous en dire davantage sur l'aspect développement. Très bien, merci beaucoup. Nous avons vu qu'il y a une dynamique dans la priorisation mondiale pour ce travail sur l'imposition de l'APD. Joe a montré le contexte historique et il a parlé du programme d'action d'Addis Abeba de 2015. Nous avons vu également la mise en place d'un sous-comité des Nations Unies sur la convention fiscale sur l'APD. Nous allons présenter les lignes directrices aujourd'hui qui ont été publiées récemment en cet été. Et ces dernières années, au cours de notre travail sur le panorama mondial sur le développement, nous avons mené une enquête auprès de nos membres pour pouvoir constater qu'il y avait vraiment une priorisation de plus en plus importante de cette question. Celle-ci doit être réexaminée et on doit réexaminer notre portefeuille d'aide, on doit se pencher sur les conséquences, les impacts de ces exonérations et comment peut-on gérer certaines de ces questions concernant la transparence et la clarté des politiques. En effet, nous avons vu que ce travail est assez considérable et assez important du point de vue des donateurs, en particulier au vu de l'importance accordée par les donateurs à l'APD pour soutenir la mobilisation des ressources nationales. Il y a l'initiative taxe pour la mobilisation des ressources nationales et l'APD. Clairement, il y a besoin de s'assurer que cet engagement d'Addis Abeba est sur la bonne voie. Récemment, nous avons vu avec les membres du comité d'assistance au développement, donc il s'agit de 30 membres qui ont fourni des données sur l'APD, nous avons vu comment nous pouvions mener une enquête index sur leur politique concernant les exemptions, les exonérations de taxes et toutes les mesures qui ont été prises ici, vous pouvez tous avoir accès au site. Vous verrez la liste des pays qui participent. Il y en a 13 qui ont participé à l'enquête et d'autres ont accepté de fournir leur profil pays ici. Vous pouvez cliquer sur les noms des pays en bleu pour pouvoir voir les profils de ces derniers. Vous pouvez voir que certains des principaux
donateurs participent aujourd'hui au hub, donc la Commission européenne, la France, le Japon. C'est vraiment un jalon majeur pour notre programme, une avancée considérable pour augmenter la transparence sur ces questions. Nous avons vu au cours de cette enquête que cela peut donner une idée de l'hétérogénéité des membres. Certains ne requièrent jamais ou presque jamais d'exonération. D'autres ont des politiques en place depuis très longtemps. Et notre collègue norvégien va nous parler de leur politique. Certains n'ont pas de politique, comme nous l'avons vu au cours de l'introduction. C'est en grande partie la raison pour laquelle certains membres n'ont pas participé à l'enquête. Parce que bien qu'il y ait eu un engagement en 2015, parce que ça a pris du temps pour les membres de parler aux agences, de se pencher sur ces questions, de coordonner leurs organes concernant les systèmes de développement pour essayer de comprendre les impacts potentiels de l'imposition de l'APD et pour changer leur politique, notamment. Aussi, nous avons vu que la Commission européenne récemment, et c'est intéressant, a mis à jour la coopération internationale avec le voisinage et aucune règle n'inclut une obligation de négocier d'exonération d'imposition. Cela aura des implications considérables pour les pays en développement dans leur coopération avec l'UE. Et cela aura également un impact sur les États membres de l'UE eux-mêmes parce qu'ils devront s'aligner avec ces nouvelles normes, ces nouvelles politiques de l'Union européenne. La question de la mise en œuvre est ensuite posée après cette nouvelle règle. Nous allons nous y pencher de près. Et c'est un objectif important pour être capable de suivre ces examens de politique et leurs implications pour les pays en développement. Je souhaite simplement brièvement montrer un exemple d'un profil de pays. Donc, nous avons 12 profils de membres. Nous incluons certaines données clés sur tous les membres qui participent pour avoir cette vision holistique. Donc, nous avons par exemple des données sur l'aide programmée des pays. Donc, cela fait partie du programme d'action d'Addis Ababa. Nous avons les données officielles sur l'APD qui aide à la ressource nationale, à mobilisation de ressources nationales. Vous avez également les chiffres sur les examens précédents, les instruments juridiques et davantage d'informations. Vous pouvez voir que ce hub fournit vraiment des données cruciales, que ce soit pour les perspectives de coopération de développement, sur l'examen par les pairs, sur les profils des pays ou sur les stratégies d'imposition des différents pays. Sachez que, bien sûr, ce hub n'est pas dans sa version finale. Les choses sont encore en train d'être façonnées et nous allons continuer à encourager les donateurs à nous fournir encore davantage de détails. Et nous allons mettre à jour ces profils avec davantage d'informations sur la perspective des pays. Et aujourd'hui, nous aurons également une présentation des nouvelles données que nous avons obtenues et cela va être très intéressant de les rendre disponibles à tous sur ce hub. Maintenant, je souhaite présenter notre premier orateur. Nous avons avec nous Hege Fisknes, qui est le conseiller du ministère des Affaires étrangères norvégien. Il va nous faire part de sa présentation. Elle va nous faire part de sa présentation sur la perspective norvégienne concernant les politiques d'imposition sur l'APD. Merci beaucoup de vous joindre à nous, Hege. Je vais maintenant présenter votre PowerPoint et vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'écho dans ma tête. Est-ce que le son est bon? Nous vous entendons très bien.
Alors, merci beaucoup. Merci de me donner l'occasion de présenter l'approche norvégienne sur l'imposition de l'APD. Nous allons voir ce qui a été fait à partir de 2013 concernant les exonérations dans les accords bilatéraux. Tout d'abord, je souhaite vous en dire un peu plus sur le contexte de cette politique. Diapositive suivante. Voilà certains des points qui ont été pris en considération lors de la mise en œuvre de cette politique. Nous sommes penchés en particulier sur la mobilisation des ressources nationales, sur la coopération technique avec les administrations fiscales, nous avons vu comment cette large gamme d'exonérations fiscales représente une charge administrative considérable dans bon nombre de cas et peut aussi mettre à mal les systèmes fiscaux, bien souvent. Vous l'avez déjà mentionné, hein, il y a parfois des zones grises et certains processus de marché public sont exempts et cela peut générer des problèmes. Nous trouvions qu'il était de plus en plus paradoxal de travailler là-dessus, de promouvoir des systèmes d'imposition transparents et simples, et en même temps de demander des exonérations fiscales pour les marchés publics. Diapositive suivante. Alors maintenant, concernant le processus de décision qui a eu lieu en 2012-2013, nous avons vu comment nous pourrions changer notre politique parce que nous avons vu que cela pouvait avoir un impact sur la politique en fait, d'exonération en général. À l'époque, en 2012, nous avions un soutien politique fort pour agir sur ce point. Nous nous sommes penchés sur les différents canaux. Nous sommes entrés en contact avec la société civile, les organisations internationales, et nous avons des accords directs avec les gouvernements des pays partenaires. Nous avons donc analysé les différents canaux possibles. Et en ce qui concerne les organisations multilatérales, nous avons travaillé pour essayer de changer certaines pratiques également sur ce point, mais nous avons pris conscience aussi qu'il serait assez difficile pour la Norvège de changer les politiques concernant ces points sensibles. Et donc, nous avons conclu qu'il fallait changer finalement l'opinion publique avant de changer les règles. Alors ensuite, nous avons été en contact avec les ONG norvégiennes, nous avons mené des consultations et ils ont apprécié notre approche. Ils ont soutenu l'idée de mettre un terme aux exonérations fiscales. En fait, ça a été assez difficile en pratique parce que ils ont des réseaux avec d'autres pays, d'autres organisations plus larges et ils reçoivent des financements de nombreux pays différents et certains programmes insistent pour avoir des exonérations fiscales. Ce qui a été un problème, mais notre politique a été en fait de dire aux ONG qu'ils peuvent obtenir un soutien, une aide publique et payer des impôts. Donc, nous avons ensuite signé des accords avec les autorités des pays partenaires. Parce que parfois, c'était les autorités norvégiennes elles-mêmes qui demandaient les exonérations. Donc, c'est là que nous avons commencé
c'était ce qui nous a semblé le plus naturel, de commencer avec les autorités norvégiennes. Alors ensuite, pour la mise en œuvre, nous avons envoyé cette instruction à nos ambassades en septembre 2013 par notre système interne. Et nous sommes basés sur deux principes, pour ainsi dire, deux approches. La première était de le faire petit à petit, à chaque fois que des nouveaux accords étaient signés. Et ensuite, il s'agissait de travailler de graduellement renégocier les accords déjà en place. Pour essayer d'éviter des exonérations. Nous avons commencé avec une approche flexible. L'idée n'était pas d'insister sur les exonérations. Nous sommes conscients qu'il y a des situations où cela peut être difficile, compliqué. Cela peut représenter une charge supplémentaire lorsqu'on finance d'autres pays, où cela pouvait avoir des conséquences négatives disproportionnées. Donc, nous avons fait preuve de flexibilité. Tout dépend souvent de la personne qui en fait faisait les délibérations. Clairement, la règle était qu'on ne devrait pas demander d'exonération. Alors, les conséquences. À l'époque, nous avons fait des calculs assez généraux parce que c'était assez difficile et cela représentait un travail considérable de tout calculer pays par pays, du pourcentage des exonérations. Et tout dépendait aussi de la nature de l'aide et de l'ampleur des projets. Certains projets, bien sûr, étaient plus chers en termes de taxes, surtout s'il y avait beaucoup d'importations. Et donc, si on faisait ce calcul qui était très chronophage, cela pouvait avoir créer une différence majeure sur un projet et donc tout devait être changé l'année suivante. Et donc, il était très compliqué de s'assurer que les taxes seraient payées. Ensuite, le point suivant, ce n'est pas vraiment une conséquence du fait qu'il n'y ait plus d'exonération, mais c'est plutôt une tendance parallèle. On a constaté que la part d'aide directe au gouvernement était en déclin. Donc cela, bien sûr, a un impact sur les différentes politiques et les projets couverts. En fait, il y aurait moins de projets couverts par ces accords. Donc, en moyenne, nous avons vu que l'impact en termes de montant était réduit. Je pourrais également vous en dire un petit peu sur l'aide humanitaire, parce que celle-ci serait fournie en fonction des principes humanitaires. Mais là encore, c'est qu'il n'y a pas d'accord gouvernement-gouvernement. Donc, nous sommes limités à l'APD gouvernement-gouvernement. Il faudrait que les exonérations soient vraiment explicites. Et donc, normalement, l'aide humanitaire est donnée dans un cadre différent. Merci beaucoup. Je m'arrête là.
Il s'agit de l'unité qui est responsable de la création des lignes directrices des Nations Unies. Vous avez la parole. Merci Joe, merci chers collègues pour cet événement. Nous sommes ravis d'être ici. Félicitations à votre équipe d'avoir organisé cela, c'est tout à fait utile et je suis sûr que les autres pays penseront également qu'il s'agit d'une bonne ressource pour s'intéresser à la situation et afin de partager ces informations. Merci beaucoup de nous recevoir. Notre rôle aujourd'hui est de vous parler des lignes directrices de l'ONU en matière de fiscalité de l'aide pour le développement. Nous faisons partie de ce comité. Nous avons commencé sur les lignes directrices depuis 2017, lancées en 2021. Et elles sont déjà disponibles sur notre site web. Certains pays ont déjà accédé. À l'heure actuelle, nous avons une version anglaise et en espagnol, bientôt une version en français. Et dès que ce sera disponible, nous espérons que la plupart des pays pourront y accéder et le trouveront utile. Concernant les lignes directrices, comme cela a été suggéré, l'objectif est de faire des suggestions, s'intéresser à la question, et plusieurs intervenants l'ont déjà dit, ont insisté là-dessus. L'agenda fiscal en matière d'ODD d'ici à 2030, et nous souhaitions nous intéresser à ce sujet et apprécier les efforts faits en matière de coopération et d'aide pour le développement pour qu'elle ait un impact plus important et qu'elle soit plus efficace, et également une manière de le rendre plus efficace. Et donc, le comité fiscal s'est intéressé à ces lignes directrices et l'objectif était vraiment de prendre en compte les aspects qui permettaient de mettre en œuvre cet engagement et pour que les pays bénéficiaires et les bailleurs de fonds puissent suivre ces lignes directrices afin de faciliter ce choix sur la manière dont ils peuvent négocier ces conventions afin d'éviter de demander cette fiscalité, puisque les pays bailleurs de fonds et bénéficiaires peuvent négocier comme ils le souhaitent, mais l'objectif, et comme l'ont dit les précédents intervenants, c'est d'insister sur la mobilisation des ressources nationales pour le développement afin de voir comment cela peut être fait de manière durable. Et cela se fait notamment en essayant de s'assurer que les exonérations fiscales soient évitées et si elles existent, eh bien qu'elles soient mesurables et que leur impact puisse être évalué. Le périmètre des lignes directrices concerne l'aide de pays à pays, des gouvernements à gouvernement. Elles ne sont pas contraignantes, ce sont simplement des lignes directrices pour que les pays puissent les prendre en compte, les bailleurs de fonds et les bénéficiaires. Elles reconnaissent également le fait que souvent, il y a des accords, des conventions entre les pays bénéficiaires et donateurs, et elles sont souvent différentes. Il peut y avoir un grand nombre de conventions et le régime fiscal de cette assistance peut varier. Et donc, c'est ce beaucoup ont dit, la charge pour l'administration est plus importante pour les pays en développement. C'est ce sur quoi se basent les lignes directrices. L'objectif est également de trouver une manière cohérente qui permette que l'aide au développement puisse prendre en compte cet aspect fiscal, sachant qu'il y a déjà des principes fiscaux au niveau national qui ne nécessitent pas toujours de renégocier ces conventions. Je vais me tourner vers Joséphine pour qu'elle nous donne un aperçu de ce sur quoi portent les lignes directrices. À vous, Joséphine. Bonjour, merci Émilie, j'espère que tout le monde m'entend bien. Bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Émilie donnait des informations de contexte très complètes sur le sujet, sur quoi portent les lignes directrices et leur objectif. Je vais donc vous présenter les lignes directrices en elles-mêmes.
Nous avons publié un livret avec 7 chapitres, un résumé exécutif, des informations de contexte, une introduction aux lignes directrices. Et nous intéressons également à la portée et l'objectif des lignes directrices afin que tout le monde comprenne bien l'objectif que nous avions en tête et le périmètre, la portée, pour ne pas aller au-delà de leur portée. Ensuite, les lignes directrices elles-mêmes. Et dans les lignes directrices, nous nous intéressons aux principes fiscaux reconnus internationalement. Ils sont importants puisque ce sont des principes sur lesquels se basent ces lignes directrices. Ensuite, il y a des explications des lignes directrices, un aperçu, une explication de la réflexion derrière celle-ci, et ensuite une explication sur les principes fiscaux reconnus au niveau international qui sont applicables afin d'avoir une compréhension commune. Il y a 13 lignes directrices et elles s'intéressent chacune à un aspect. Il y a donc des principes de base. Concernant la première ligne directrice, on encourage les pays bailleurs de fonds à éviter de demander des exonérations lorsque cela est possible. Bien sûr, cela dépend des pays. Parfois, il y a des exemples où la législation fiscale n'est pas conforme à ces règles internationales, où les pays donateurs sont préoccupés par la structure de gouvernance. Alors, dans ce cas, ils peuvent demander une exonération, mais la plupart du temps, on les encourage à éviter de faire cela. Deuxièmement, les pays bénéficiaires, on les encourage à s'assurer que le régime fiscal de ces transactions dans les projets d'aide gouvernement à gouvernement sont conformes aux principes fiscaux reconnus au niveau international. Dans ce cas, il n'a pas besoin de demander d'exonération puisqu'elles sont déjà conformes aux principes fiscaux reconnus au niveau international. Ensuite, reconnaissance des dispositions fiscales. Cette ligne directrice indique que les pays bénéficiaires et donateurs doivent s'assurer que les autorités fiscales fassent partie des négociations. Cela paraît clair, mais il faut que les autorités fiscales soient présentes, même si les négociations se font de la part d'un autre ministère. Si le projet d'aide concerne peut-être le ministère de la Santé, eh bien, s'il y a des dispositions fiscales, nous encourageons à ce que les autorités fiscales fassent partie des négociations. Ensuite, le périmètre des dispositions fiscales négociées. La quatrième ligne directrice recommande que les pays bénéficiaires et les pays donateurs prévoient d'adopter des dispositions spécifiques qui doivent être liées ni uniquement à la question des pays donateurs et non à d'autres parties telles que les consultants ou fournisseurs de services. Ces dispositions fiscales ne doivent pas être décidées de manière à ce qu'elles arrivent à une exonération volontaire d'une entreprise étrangère. Donc, lorsqu'il y a ces négociations, respectez bien ce périmètre et il ne faut pas lorsqu'il y a ces exonérations, qu'elles amènent à une exonération d'un bénéficiaire tiers. Ensuite, la transparence. Le pays bénéficiaire, le pays donateur et l'agence ou organisation internationale à travers laquelle cette aide est apportée, il faut un développement et une révision de ces dispositions et qu'elles publient ces politiques en matière d'aide gouvernement à gouvernement. Et donc, le public doit être informé de ces politiques. Et il faut faire une révision régulière puisque cela peut nécessiter des changements. Donc, quelle que soit la politique, elle doit être conforme aux besoins du moment, puisqu'il s'agit d'une mobilisation des recettes domestiques dans le cadre des ODD. Donc, il faut faire une révision de ces politiques et de les développer. Et la publication d'une partie des conventions ou des accords ou protocoles d'accord en matière de régime fiscal, cela est également inclus. Mais cela est sujet à des nécessités réglementaires en matière de confidentialité. Nous respectons cette confidentialité, mais dans ce cadre, nous encourageons à ce que ces parties des conventions ou accords liés au régime fiscal, il faut qu'elles soient publiées pour que le public en soit au courant. Cela améliore la transparence de ces processus et de ces exceptions.
La ligne directrice numéro 7. De 7 à 13, cela concerne la mise en œuvre des dispositions fiscales en matière d'aide de gouvernement à gouvernement. Ligne directrice 7, il faut s'assurer que les dispositions négociées fassent ordre de loi. Les dispositions fiscales doivent être mises en œuvre dans la loi et donc les pays donateurs et bénéficiaires doivent s'attaquer à ces dispositions qui ne sont pas mises en œuvre dans la loi. Et donc, elles doivent faire force de loi. Ligne directrice 8, lorsque vous donnez ces exonérations, il est très important que le pays bénéficiaire fasse des prévisions en matière d'impact sur les recettes fiscales et qu'il prépare des révisions des dépenses fiscales. Le pays bénéficiaire doit s'intéresser à l'impact sur les recettes fiscales de cette exonération. Et également, qu'est-ce qu'une dépense fiscale? Et quelles sont les dépenses liées à ces exonérations et exceptions. Ensuite, lorsque vous offrez ces exonérations, assurez-vous que le mécanisme réduit la charge administrative et le risque d'abus. Donc, assurez-vous qu'il soit facile de les mettre en œuvre et qu'il n'y ait pas de lacunes ou d'abus ou de bénéfices à un bénéficiaire non attendu. Lorsqu'il y a une exonération en matière de fiscalité directe pour les services, les biens, la TVA, les droits de douane, eh bien, si ils sont décrits dans les principes fiscaux reconnus à l'international, il est important d'avoir de la clarté. Il faut clairement identifier avec la terminologie fiscale le fait que dans le pays bénéficiaire, ces exonérations soient bien claires. Ensuite, il faut bien restreindre cela à des biens clairement identifiés pour éviter toute confusion. Quelle que soit l'exonération que vous accordez, il faut qu'il soit bien clair de quoi il s'agit et quels sont les biens concernés. Cela est très lié au numéro 11. Lorsqu'il y a ces exonérations et qu'elles sont données en dehors des principes fiscaux reconnus à l'international, il faut utiliser une méthode ou un système de réduction de l'abus et permettre également à réduire ce risque, notamment, par exemple, lorsqu'on peut confirmer que ces dépenses qui augmentent, eh bien, que la personne est déjà payée pour les biens et les services. Si vous vérifiez cela, vous éviterez les abus et vous pouvez vous assurer que cette exonération est limitée purement aux biens liés au projet et non des biens secondaires ou périphériques à ce projet. Ligne directrice numéro 12, il faut créer des dispositions qui permettent que s'il y a dans le pays bénéficiaire des biens qui sont jetés, alors il faut s'assurer qu'il y ait des processus en marche. Par exemple, si vous souhaitez imposer un régime fiscal sans cette exonération. Et donc, la ligne directrice 12 encourage à des dispositions en cas de jet des biens concernés. Ligne directrice 13. Il faut savoir si l'exonération est offerte ou non. Il faut suivre les prérequis fiscaux dans le pays donateur lorsqu'il y a des paiements. Il y a déjà un système fiscal qui nécessite de faire un reporting avec des informations nécessaires et des prérequis également dans le pays bénéficiaire. Et donc, nous encourageons à suivre ces règles, que le pays donateur suive toutes ces obligations déclaratives. Et donc, pour résumer, voici pour les lignes directrices. Et comme je l'ai dit, il faut de la clarté et il faut expliquer de quoi il s'agit, sur quel accord international il se base et à quoi il s'applique. Qu'est-ce qui pousse à cela? Quelle est la réflexion derrière et comment la mise en œuvre se fait? Ces informations se trouvent dans notre guide et nous allons inclure un lien vers la publication en espagnol et en anglais dans le chat. Et s'il y a des participants qui n'ont pas encore eu l'occasion de consulter ces lignes directrices, vous pourrez y accéder à travers notre site web. Merci. Parfait. Merci beaucoup, chers collègues, pour cette excellente présentation des lignes directrices des Nations Unies. Je peux également ajouter que
Dans notre centre, nous avons également des réponses de la part des pays donateurs qui mentionnent ces lignes directrices de l'ONU et leur intention de les suivre. Ensuite, prochain intervenant, Grégoire Rota Graziosi, directeur des programmes au centre d'études CERDI. Je pense qu'il va faire sa présentation en français. Alors, une fois de plus, sachez que l'interprétation est disponible en bas de votre écran si vous souhaitez entendre l'interprétation. Merci beaucoup, Grégoire, de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons hâte d'entendre votre présentation sur l'étude que vous menez. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Je vais partager mon écran. Je vais donc présenter quelques travaux qui sont toujours en cours avec deux collègues du CERDI, Émilie Caldera et Anne-Marie Jourjon, du CERDI et FERDI. Il s'agit de trois études de cas dans 3 pays. Afin de respecter le temps alloué, je vais passer en français, je m'en excuse. Ça fonctionne? Vous voyez la diapo? Fiscale, puisqu'il faut voir que c'est une notion plus large que celle définie par l'OCDE dans son rapport de 2010. Et on essaye également d'apprécier l'évaluation de la charge administrative liée aux exonérations. Donc ça, c'est simplement un calcul avec des données macroéconomiques de l'ampleur de la dépense fiscale générée par l'aide projet avec financement extérieur. Donc, on est autour de, par exemple, pour le Bénin, on est à 1% du PIB, du PIB en 2016. Ça diminue à 0,5% du PIB. Ce sont des dépenses fiscales directes. C'est très difficile ensuite, je reviendrai peut-être, d'évaluer les effets indirects avec les problèmes de fraude, avec l'abus d'utilisation des exonérations accordées. Néanmoins, pour le Cameroun, où on a travaillé avec le FMI, les données de 2019 qui montrent que l'exonération, ou en tout cas la dépense fiscale associée à l'aide projet est de 0,63% du PIB, c'est de s'appuyer essentiellement sur des données microéconomiques collectées entre autres en douane, et donc est assez proche des approximations que l'on avait au niveau macroéconomique. Comme vous pouvez le voir pour d'autres pays, ces dépenses fiscales au sens large, parce que je vais parler ensuite de prise en charge dans certains pays, notamment francophones, les prises en charge qui sont traduites par le système de voucher en anglais par les Nations Unies. Donc, ces systèmes de prise en charge génèrent des recettes d'ordre qui ne sont pas des vraies recettes fiscales en dégageant un espace fiscal supplémentaire. Ce sont des jeux d'écriture où l'État prend en charge la fiscalité liée au projet financé par les donneurs. On va y revenir avec le cas du Bénin qui arrive plus ou moins à bien gérer ce programme-là, cette approche-là. Donc, le Libéria, par exemple, vous avez 7% du PIB. On a une estimation de 7% du PIB comme dépenses fiscales associées à l'aide projet. Bon, bien sûr, tous ces chiffres sont liés, entre autres, notamment à la pression fiscale dans les États et puis au taux d'aide rapporté au PIB, entre autres, et puis la composition de l'aide en général. Donc, on a trois études de cas avec assez diverses. Donc, le Kenya, je commence par le Kenya et c'est encore un travail en cours, puisqu'on va essayer de rencontrer les autorités kenyanes.
À la lecture de leur texte, aujourd'hui, on a une exonération de la fiscalité indirecte et on a une taxation complète de la fiscalité directe. En fait, en général, les dépenses fiscales et les exonérations vont souvent concerner la fiscalité indirecte et les droits de douane, donc la TVA, les droits de douane, les droits d'assises éventuellement. On a une procédure relativement complexe. Et ce qu'il est intéressant de noter, c'est que dans le système kényan, comme l'aide internationale est régie par des accords internationaux, les exonérations au titre de cette aide internationale rentrent dans le système fiscal de référence. Donc, ne constituent pas une dérogation au système de droit commun, qui est le système fiscal de référence, et donc ne sont pas des dépenses fiscales pour le Kenya, à la lecture de leur législation. Le Cameroun, on a déjà beaucoup plus travaillé sur le Cameroun. Le Cameroun a essayé de basculer vers un système de fiscalisation complète de l'aide projet sur son territoire, avec 2 lois de finances récentes en 2018 et 2019. Pardon, il y a une coquille. Avant, on avait un système assez mixte d'exonération ou de prise en charge, mais le mécanisme de prise en charge, donc c'est-à-dire que le Cameroun, prenait à sa charge la fiscalité, notamment indirecte, due sur le projet financé par l'extérieur, financé par les bailleurs. Au Cameroun, ça soulève de gros problèmes budgétaires puisqu'on a le trésor public camerounais qui est assez frileux pour faire des engagements et des dotations budgétaires très importantes. Donc, si vous voulez, cette prise en charge qui est un mécanisme de fiscaliser et d'éviter une exonération, c'est aussi un jeu d'écriture qui associe pas uniquement les administrations fiscales, mais également le trésor. Et dans le cas camerounais, on a un problème de coordination entre ces services. Et à la fin, vous avez quand même des recettes que l'on qualifie des recettes d'ordre. C'est des recettes fiscales fictives qui sont immédiatement affectées à une dépense associée au projet. Donc, ça ne dégage pas un espace budgétaire supplémentaire. Donc, c'est en cela qu'on peut les considérer aussi comme des dépenses fiscales. En plus, il faut souligner que la Chine est très importante comme donneur au Cameroun. Et la Chine demande, enfin, en tout cas, d'après ce que l'on a échangé, demande essentiellement des exonérations. C'est le plus gros bailleur au Cameroun. Enfin, le Bénin a un système de prise en charge qui semble efficace. Donc, encore une fois, ce n'est pas une fiscalité acquittée directement par les bailleurs. C'est une fiscalité qui est prise en charge par les autorités béninoises. Ils ont mis en place une structure de coordination entre les différents services au Trésor, à l'administration des impôts et aux services douaniers, de façon à automatiser la prise en charge et à garder à garder tous les intervenants dans le cadre d'un projet financé par l'extérieur sous le régime de droit commun. Donc, on a des recettes et des dépenses d'ordre de l'ordre de 1% du PIB, ce n'est pas négligeable, mais ça fait gonfler effectivement la pression fiscale, ça améliore l'effort fiscal. Et ça permet effectivement d'avoir aussi cette prise en charge, une certaine traçabilité des dépenses fiscales, qui peut être encore perfectible, ou en tout cas une traçabilité des recettes d'ordre par projet effectué au Bénin. Enfin, quelques remarques finales pour conclure. C'est que le système fiscal de droit commun est encore largement perfectible dans beaucoup de pays africains, et ça explique pourquoi, par exemple, au Cameroun, les droits de douane sur les biens d'équipement sont de l'ordre de 10%, alors qu'au Kenya, c'est 0%, puisque l'Eastern African Community n'applique pas de droits de douane où le taux est à 0% pour les biens d'équipement. Donc, des taux relativement élevés dans certains pays justifient des demandes d'exonération pour ne pas surenchérir, comme on l'a déjà dit, le coût des projets. Les droits d'enregistrement sont très, très élevés, notamment dans certains pays comme le Cameroun, entre autres. Vous avez également, il y a une question, mais alors là, plus de recherche, même qui dépasse les questions de l'aide, c'est que la fiscalité des marchés publics est loin d'être évidente. Pour l'instant, les marchés publics avec financement extérieur, on raisonne avec des appels d'offres hors taxe.
Or, il n'est pas du tout évident que le mieux disant ou le meilleur répondant à un appel d'offres hors taxe soit le meilleur qui réponde à un appel d'offres TTC. Et là, à ma connaissance, je n'ai pas vu de travaux de recherche là-dessus. C'est un champ à étudier. Si on fiscalisait les appels d'offres dès le début, les entreprises qui interviennent avec un financement extérieur seraient conscientes de la fiscalité qu'elles devraient subir dans le pays. Et ça permettrait également de discuter, enfin bref, du système, de l'amélioration du système fiscal. La prise en charge de la fiscalité par l'État, c'est une solution qui peut être une solution de transition vers une fiscalisation complète de l'aide, avec une autre alternative, c'est une participation effective de l'État en payant les impôts dus. Même s'il s'autotaxe, il n'empêche que ça permet de réduire les trous et le nombre d'exonérations qui complexifient le travail aussi bien en douane qu'aux impôts. Et enfin, une petite recommandation à la fin, on peut envisager aussi une liste négative des biens qui ne seraient éligibles à aucun système, ni d'exonération, ni de prise en charge. Par exemple, sous l'ancien régime des accords de Cotonou, l'Union européenne acceptait de payer toute la fiscalité sur les produits pétroliers, même dans des produits, donc la fiscalité dans le pays sur les produits pétroliers. Ce type d'approche de liste négative existe également dans le secteur des industries extractives comme les mines et le pétrole, où effectivement on a des régimes dérogatoires, mais on interdit leur application sur des biens de consommation finale qui pourraient être détournés de leur finalité. Et voilà, je vous remercie. J'ai terminé. Merci. Thank you. Thank you very much, Grégoire, for this fascinating. Merci beaucoup, Grégoire, pour ces premiers résultats tout à fait fascinants de votre étude. Cela apporte un peu de lumière sur la complexité de ces questions en matière d'aide de pays à pays. Et nous voyons que cela présente de nombreux défis, notamment pour trouver ces données et pour les interpréter ensuite, puisque dans la formulation politique, souvent, cela rend les choses encore plus difficiles. Mais je pense que c'est déjà une avancée pour une meilleure compréhension, et notamment en recherche. Ces recherches sont très intéressantes et nous les suivrons. Merci beaucoup. Nous n'avons plus de temps. Nous avons pris note des questions posées par chat. Pas mal de questions. Je vois que mon collègue Joe a essayé de répondre rapidement à certaines questions par chat. Nous voyons pas mal de domaines où ce travail pourrait être utilisé. Pas mal de questions sur les recommandations. Amir également a dit qu'il y avait des limites importantes à prendre en compte, notamment concernant le travail de rapportage. Joe, je pense à partager un lien, un rapport sur ce sujet. Je pense que cette session a été particulièrement utile et je souhaite remercier tous nos panélistes, nos équipes techniques également qui nous ont aidés à réussir cette session. Merci à tous nos panélistes de nous avoir rejoints aujourd'hui et merci aux parrains de cet événement également. Nous apprécions tout particulièrement votre soutien. Ce n'est pas la fin de notre réunion. Restez en ligne. Nous avons hâte de continuer ce dialogue. Merci beaucoup. Bon après-midi.